Il était arrivé avec un sourire et un appareil photo prétendant vouloir raconter l'histoire de l'Afrique. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il ne tournait pas un simple reportage. Il relevait des informations sensibles. Ipone n'était pas à la recherche de la vérité, mais de cibles précises. Tout avait commencé discrètement. Un homme à la peau claire, bien habillé, avec un accent français prononcé, avait débarqué à l'aéroport international de Ouagadougou muni d'un visa touristique et d'un badge de presse accroché à sa chemise. Au douanier, il expliqua être un journaliste indépendant désireux de mieux comprendre les enjeux sécuritaires du Burkina Faso et souhaitait faire entendre la voix des populations locales. Il s'exprimait avec aisance, complimentant même le président Ibrahim Traoré pour son courage. « Il est rare de voir de jeunes leaders africains défier l'Occident », affirma-t-il. Les gens le prenaient au sérieux. Pourquoi ne l'auraient-ils pas cru? Il était courtois, offrait de l'eau aux chauffeurs de taxi, distribuait des crayons aux enfants, achetait du thé sur les marchés, photographiait les couchers de soleil et les chèvres. Mais derrière l'objectif de sa caméra, il filmait tout autre chose. Au fil des jours, ce supposé journaliste s'est rendu dans des lieux où ses homologues ne mettaient jamais les pieds. Il logeait près de zones militaires, arpentait les voies ferrées, posait des questions aux gardiens sur les routes d'acheminement et les mouvements de minerais. Quand un militaire lui lança en plaisantant « Tu poses plus de questions que notre chef de poste », il répondit calmement « C'est le métier de journaliste ». La nuit, il restait dans une petite maison en périphérie. Jamais vu boire, ni participer à la moindre fête. Ce qui attira l'attention, c'est qu'il passait chaque soir des appels internationaux sans jamais utiliser une carte SIM locale. Aucun article publié en ligne, aucune mention sur les réseaux sociaux. Il assurait que son travail figurerait dans un grand rapport européen, mais aucun texte n'a jamais été publié en France. Au départ, les habitants pensaient simplement qu'il était un peu étrange, jusqu'à ce qu'on le surprenne une nuit aux abords d'une tour radio strictement interdite. À partir de ce moment-là, les services de renseignement burkinabés se mirent à l'observer attentivement. Ils suivirent ses déplacements, copièrent sa carte SIM, analysèrent ses emails, SMS et messages vocaux. Ce qu'ils découvrirent n'avait rien à voir avec le journalisme. C'était de l'espionnage pur et simple. Lorsque le président Ibrahim Traoré prit connaissance des preuves, il n'ordonna pas une arrestation immédiate. Il choisit une approche plus subtile. Il invita l'individu à une conférence de presse, face aux caméras, devant la nation. L'événement fut organisé par le bureau de la présidence à Ouagadougou. Cette fois, aucun média international, aucune question préparée. Uniquement quelques journalistes locaux sélectionnés avec soin. Et, à la dernière minute, un nom fut ajouté à la liste. Monsieur Julien Morel, journaliste indépendant, France, il arriva seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche, arborant le même badge de presse qu'à son arrivée dans le pays. Pas de caméra, ni de trépied. Seulement son sac en bandoulière, un carnet et ce petit sourire ironique qu'il ne quittait jamais. À l'intérieur de la salle, tout était silencieux. Les caméras étaient déjà en place. Seules 6 chaises, disposées en demi-cercle, accueillaient les journalistes. Julien s'assit avec nonchalance, ouvrit son carnet, observa les lieux, aucun sourire, aucune poignée de main. L'atmosphère était froide, presque glaciale. La porte s'ouvrit. Le président Ibrahim Traoré fit son entrée, calme, droit, vêtu non pas d'un costume, mais de son treillis militaire. Il n'avait ni l'air fatigué ni pressé. Il était simplement prêt. Julien se leva et tendit la main. « Monsieur, le président, c'est un honneur. » Traoré la serra fermement et répondit « Tu as beaucoup questionné sur nous, Morel. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser les questions. » Julien esquissa un sourire nerveux. Il tenta de conserver son calme. Bien sûr, c'est le but des entretiens. Mais ce n'était pas un entretien comme les autres. Ce jour-là, Ibrahim Traoré ne recevait pas un journaliste, mais un espion. Et ce qui allait suivre en apporterait la preuve. La caméra clignotait doucement. Les 6 journalistes restaient figés, carnet à la main. Traoré se tenait debout, sans notes, parfaitement serein. En face, Julien ajustait son col, peu habitué à être interrogé. Il commença. « Monsieur Morel, vous êtes ici depuis 23 jours, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur le président, » répondit-il d'une voix assurée. « J'ai recueilli des témoignages, filmé des scènes de vie, tenté de comprendre. »« Comprendre quoi exactement ?» demanda Traoré. Julien hésita. « Les défis sécuritaires, les infrastructures, vos relations extérieures. » Traoré inclina légèrement la tête. Un soldat s'avança et lui remit un dossier. « Vous avez visité 9 zones militaires sensibles, » poursuivit Traoré. « Vous avez filmé 3 lieux stratégiques, dissimulant vos objectifs sous prétexte d'interviewer les gardes. » Julien pâlit. « Je suis journaliste, c'est ce que nous faisons, nous cherchons les histoires là où elles se trouvent. » Traoré s'approcha. Est-il également normal pour un journaliste d'envoyer des messages cryptés à 2 heures du matin vers des serveurs situés à Abidjan? Julien jeta un regard paniqué. Un autre journaliste tourna la tête, stupéfait.
Le soldat ouvrit le dossier et exhiba une photo, Julien de nuit, devant un ordinateur, logiciel de messagerie sécurisé ouvert. Puis une autre image, le montrant, près d'une tour radio militaire, téléphone à la main, et enfin des captures de messages envoyés à un entrepreneur militaire français opérant sous couverture diplomatique. Julien devint livide. « Je peux tout expliquer ?»« Allez-y », répondit Traoré. Mais Julien resta muet. Ce n'était plus un interrogatoire, c'était un procès. Traoré se tourna vers les caméras. Cet homme dit vouloir comprendre notre peuple. Réalité, il est ici pour repérer nos faiblesses, noter nos positions stratégiques et transmettre tout cela à l'extérieur. Il n'est pas venu raconter notre histoire, mais pour en écrire une autre, la sienne. Il poursuivit. À chacun maintenant de juger s'il s'agit de journalisme ou de trahison. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Julien tremblait. Il tenta de se lever, mais resta figé. Deux gardes s'approchèrent. Traoré demanda calmement « Monsieur Morel, niez-vous les images, les échanges, les preuves ?» Julien ouvrit la bouche. Aucun mot n'en sortit. Il transpirait abondamment. Un autre soldat arriva avec un ordinateur, celui de Julien, confisqué à son insu. L'écran fut projeté. Une carte du Burkina Faso s'afficha avec les emplacements. De mines, de dépôts militaires, de routes sensibles. Un fichier était intitulé « À analyser, vulnérabilité », Julien balbutia « Je ne l'ai pas envoyé, ce ne sont que des notes ». Traoré leva une feuille imprimée, mouvement prévisible des cibles. Sécurité faible autour de Westgate. Surveillance recommandée. Julien recula. Ce n'est pas moi. Ce courriel a été transmis depuis votre adresse chiffrée, à 2h17, depuis votre logement en zone 3. Nous ne fabriquons pas de preuves, monsieur Morel. Nous les recueillons. Les journalistes locaux étaient abasourdis. Certains priaient, d'autres observaient cet homme venu avec arrogance, désormais décomposé. Il avait sous-estimé ce pays, il avait mal évalué le président face à lui. Traoré conclut « Voilà ce qu'on nous envoie. Pas du soutien, pas de partenariat, des espions avec des caméras déguisés en journalistes. Il croit que nous allons continuer de baisser les yeux. Ce temps est révolu. » Puis il ajouta, en regardant Morel droit dans les yeux « Tu es venu chercher des histoires. Aujourd'hui, c'est toi l'histoire. » Et d'un simple geste, il ordonna son expulsion. Julien Morel ne résista pas. Il baissa la tête et repartit, sans caméra. Cette fois, il était devant l'objectif. Au moment où le soleil se couchait, la salle de presse était vide. Les caméras, elles, avaient tout enregistré. Les chaises étaient rangées, mais ce qui venait de se produire entre le président, Ibrahim Traoré et Julien Morel ne resteraient pas enfermés dans cette pièce. L'information s'était déjà répandue. À peine une heure après l'événement, la première vidéo apparaissait sur les réseaux sociaux. On y voyait Traoré, posé, regardant la caméra et demandant calmement « Est-ce du journalisme ?» ou de la trahison. Puis vinrent les images, l'écran de l'ordinateur avec les cartes sensibles, les courriels interceptés, et enfin le journaliste français escorté hors de la salle par deux militaires. L'Internet s'enflamma. Au Burkina Faso, les habitants se regroupèrent dans les cafés, dans les maisons, devant les téléphones et les télévisions. Ils rejouaient la séquence, encore et encore. Un jeune homme cria « Il a démasqué un espion, en direct !» Une vieille dame dans un village proche de Kaya murmura « Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un président se lever ainsi. » À travers toute l'Afrique de l'Ouest, la vidéo se propagea à une vitesse fulgurante. Sur TikTok, WhatsApp, Facebook, les réactions affluaient. Cette fois, ils sont venus pour nous observer, mais c'est eux qui ont été observés. Un étudiant au Sénégal déclara « Voilà comment on leur répond, avec des faits en pas avec la peur. » Dans la ville de Ségou, des jeunes réalisèrent une fresque représentant Traoré avec une phrase en lettres capitales « L'Afrique a désormais des yeux ». Un tweet devenu viral au Ghana résumait la pensée générale « Il n'a pas crié, il n'a pas haussé le ton, mais il a élevé la dignité ». En France, en revanche, la réaction fut bien plus froide. Le ministère des Affaires étrangères se contenta d'un bref communiqué. « Nous suivons la situation et attendons un traitement juste pour tous nos ressortissants. » Mais le texte ne faisait mention ni des preuves, ni des images, ni de la connexion avec Abidjan. Il ne pouvait pas. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Julien Morel était officiellement placé en détention. Pas pour avoir exercé le journalisme, mais pour surveillance non autorisée et atteinte à la sûreté nationale. Il fut transféré dans une installation sécurisée, hors de la capitale, mais il ne s'agissait plus seulement de lui. C'était devenu un symbole. Derrière chaque micro dissimulé, chaque poignée de main intéressée, chaque photo prise à double sens, il y avait désormais la méfiance. Ibrahim Traoré ne fit aucun autre discours. Il n'en avait pas besoin. Tout avait été dit dans cette salle. Les images parlaient d'elles-mêmes. Vous êtes venus pour des histoires. À présent, c'est vous qui êtes l'histoire. À mesure que la vidéo gagnait en visibilité, un message s'imposa à travers tout le continent. Ce n'était pas uniquement une affaire d'espion. C'était une prise de position, une réponse ferme.
Toutes les séquences de la conférence avaient été diffusées avant même que les techniciens n'éteignent les lumières. Tout avait commencé par un court extrait. Moins de 40 secondes. Ibrahim Traoré, calme, face à la caméra, disait ces mots. « Vous êtes venus pour raconter des histoires. Maintenant, c'est vous, l'histoire. » Puis, on voyait les deux gardes emmener Julien Morel. Aucune violence, aucun éclat, rien que la vérité mise à nu, et c'est tout ce qu'il a fallu. Le soir même, des millions de personnes avaient visionné la scène sur TikTok. Du Ghana au Nigeria, en passant par l'Afrique du Sud et le Mali, les internautes republièrent le clip avec des légendes comme « Voilà comment on protège son pays » ou « Il l'a exposé sans lever la main ». L'Afrique était en éveil. Au Burkina Faso, même les boutiques stoppèrent la musique habituelle pour diffuser la conférence. Les jeunes se réunissaient dans les quartiers pour revoir les images sur leur téléphone. Des anciens hochèrent la tête en silence à l'écoute des radios locales. Une femme au marché lança « Avant, ils venaient avec des fusils. Aujourd'hui, ils arrivent avec des caméras. » À la télévision nationale, c'était encore plus fort. Non seulement la scène finale était diffusée, mais l'intégralité de la conférence, images à l'appui, Julien devant des zones militaires, l'ordinateur contenant des plans, le courriel adressé à un contact à Abidjan avec pour objet « Entrée du palais, faible sécurité, visibilité réduite. » Tout était là. Impossible de nier, même pour le gouvernement français. Pourtant, ils essayèrent. À Paris, on publia une déclaration vague « Nous surveillons la situation et ferons en sorte que nos citoyens soient traités équitablement. » Mais toujours aucune mention des faits, aucune tentative de justification, parce qu'il n'y en avait pas. En Afrique de l'Ouest, le sentiment était tout autre. Ce n'était pas juste une victoire sur un espion, c'était la démonstration qu'on avait vu le piège et qu'on l'avait brisé. Au-delà des frontières, un message circulait. Assez Julien Morel, l'homme venu avec un sourire et un objectif, était désormais retenu dans une base militaire. Pas d'interview, pas d'accréditation, pas d'apparition publique, il avait réclamé avoir un avocat ou un représentant de l'ambassade française. Mais Ibrahim Traoré répondit publiquement « Nous avons des affaires plus urgentes à traiter, et elles concernent l'Afrique. » Ainsi, celui qui était venu dépeindre les autres se retrouvait cette fois exposé à son tour devant le monde entier. La conférence de presse était désormais derrière eux. Julien Morel n'avait pas quitté le pays mais avait été transféré dans un centre de détention militaire en attendant d'être jugé. Et pendant que le monde entier observait, Ibrahim Traoré restait silencieux. Pendant 3 jours, aucun discours, aucune déclaration publique. Il n'en avait pas besoin. Les images parlaient à sa place, mais le 4e jour, il quitta le palais présidentiel. Non pas pour parler devant les caméras étrangères, ni pour s'exprimer depuis un pupitre officiel, mais pour aller à la rencontre de son peuple. Le lieu était modeste, la cour d'une école, les enfants assis à même le sol, entourés d'agriculteurs, de commerçants, de chauffeurs, d'étudiants, de militaires. Tous étaient Vénus. Aucun discours écrit, aucune note préparée. Juste le président, debout sous le soleil. Il déclara « Il nous observe depuis longtemps. Non pas pour nous aider, mais pour surveiller nos rêves, nos constructions, nos mots. Ils ont envoyé un homme avec une caméra, mais ce n'était pas un outil de reportage. C'était une arme braquée sur notre avenir. » Il fit une pause puis poursuivit. Cet homme disait être journaliste. Pourtant, sa carte mémoire contenait plus de cartes stratégiques que d'interviews, plus de données sur nos bases que de citations, plus d'objectifs militaires que de vérités. La foule restait silencieuse. Certains hochèrent la tête, d'autres avaient les larmes aux yeux. Traoré leva les yeux vers eux. Il n'était pas venu pour raconter notre histoire. Il était venu pour nous la voler. Puis, il prononça une phrase qui allait résonner dans tout le continent. La prochaine fois qu'un homme viendra avec un sourire et des paroles douces, mais des câbles piégés dans son sac, ne confondez pas notre silence avec de l'ignorance. Nous vous voyons désormais. Cette déclaration devint un slogan. À Ouagadougou, elle fut peinte sur les murs. Nous vous voyons maintenant. Sur TikTok, au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, les vidéos se multipliaient. On vous voit. Même dans les résidences universitaires de Dar es Salaam, les étudiants se filmaient en répétant ces mots. Il n'y eut aucune violence, aucune ambassade attaquée, aucune émeute, juste un message clair diffusé avec une fermeté tranquille. Tu nous as appris à viser avec une caméra. Maintenant, nous savons comment en retourner l'objectif. Et c'est ainsi que cela. C'est terminé. Pas de coup de feu, pas de cris. Un seul homme pris à son propre jeu face à un continent réveillé. Cette fois, l'Afrique n'avait pas répondu par le silence. Elle avait répondu avec sa voix.